Salut à toutes et à tous, Salut les amis. bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Charnière. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle analyse en profondeur d'un club et pas n'importe lequel, celui que vous avez plébiscité sur nos réseaux sociaux, à savoir le Bayern Munich, club que Robin et moi-même supportons. À l'inverse de Liverpool, qui a un projet de jeu bien établi depuis plusieurs années malgré le changement de coach récent, le Bayern Munich a connu des saisons un peu tumultueuses ces derniers temps, notamment avec une valse des entraîneurs. C'est un peu compliqué du coup de lire le projet de jeu seulement de cette année sans parler de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est pour ça qu'on a fait un petit récap de ce qui s'est passé dernièrement dans le club en Bavière. Et donc on va pouvoir se plonger également dans le nouveau projet de jeu de Vincent Kompany. Je vous propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Pour commencer les amis, pourquoi le Bayern est surnommé le Rekordmeister? C'est tout simplement parce que c'est le plus grand club de l'histoire du championnat d'Allemagne, un club historique également sur le plan européen, qui a connu énormément de succès, notamment lors de la dernière décennie, particulièrement entre 2013 et 2020, où le Bayern va prendre 2 Ligues des Champions. Le Bayern prend 11 titres d'affilée entre 2013 et 2023. En Coupe d'Allemagne, ils en prennent aussi 5, ça fait un moment qu'ils l'ont plus prise maintenant. Mais voilà, on avait une certaine hégémonie dans le football allemand autour du Bayern Munich, qui s'est articulée autour de plusieurs axes. Je dirais tout d'abord que le Bayern a toujours eu, pas pour habitude en fait, d'avoir les meilleurs joueurs allemands. On a ici à l'image par exemple des Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm ou encore Toni Kroos qui est parti plus tard au Real Madrid. Mais voilà, le Bayern a toujours eu les meilleurs joueurs de la Mannschaft, ce qui a permis de garder une certaine emprise sur son championnat et également en Europe. Exactement, comme on a vu avec les slides précédentes, depuis 2013-2014, le Bayern, 2012-2013, le Bayern n'avait que remporté la Bundesliga. Il n'y avait que le Bayern, jusqu'à l'année passée malheureusement. En Pokal, on a vu qu'ils en prennent 1 sur 2. En Ligue des Champions, 2 victoires sur les 10 dernières années. Donc voilà, un club très installé, très fort, comme tu l'as dit, avec ses stars, etc. Également des stars internationales, comme Robben Ribéry, qui sont probablement les 2 exemples les plus frappants, avec sûrement Robert Lewandowski, le Polonais. Il y avait également Mats Hummels, qui fait partie des joueurs allemands. Mais voilà, tout ça pour dire que sur ces 10 dernières années, le Bayern a vraiment installé une dictature, hein, et il n'y a pas d'autre mot. Le projet de jeu écrasait tous les autres en Bundesliga. Également une équipe qui faisait peur en Europe très fréquemment. Donc voilà, le Bayern Munich était une équipe très solide. On parle à l'imparfait parce que ça s'est un peu dégradé ces dernières années, mais on va y venir. Notamment au niveau du projet de jeu, mais également de la gestion extra-sportive. Là, tu as parlé de Mats Hummels et de Robert Lewandowski. C'était des joueurs qui venaient tous deux du Borussia Dortmund et qui sont arrivés libres. C'est aussi une des habitudes au niveau de cette gestion des transferts du Bayern. Ça a été que tous les joueurs, les meilleurs joueurs allemands, comme je l'ai dit, mais également les meilleurs joueurs du championnat d'Allemagne, finalement, même s'ils n'étaient pas allemands, avaient pour coutume de rejoindre le Bayern. Le Bayern s'est toujours renforcé en affaiblissant ses adversaires, et ceci aussi une belle synthèse de l'explication de pourquoi le Bayern a autant dominé ses adversaires des années durant. Le Bayern Munich, qui se faisait donc appeler par le reluisant nom de Rekordmeister, s'est aussi fait connaître parfois sous le nom de Hollywood FC, et ceci pour les divers périodes tumultueuses qu'ils ont connues, notamment en coulisses. Et malheureusement, depuis 2020, ce terme a été remis un peu à l'ordre du jour. Exactement, comme vous le voyez à l'écran, notamment à cause de ces 2 hommes. Oliver Kahn, qui était dans la présidence du Bayern Munich, Salihamidzic, qui était le directeur sportif, donc celui qui s'occupait des transferts, de négocier les contrats avec les joueurs, etc. Malheureusement, très critiqués pour leurs travaux ces 4-5 dernières années, comme on va le voir notamment par la suite, soit maintenant. Beaucoup de joueurs qui ont eu un prime, disons, très élevé, on va pas cracher dans la soupe, notamment Serge Gnabry ici, Leroy Sané et Leon Goretzka. 3 joueurs qui étaient très très importants, mis à part Sané qui arrive après coup, mais dans la victoire du Bayern Munich en 2020 en Ligue des Champions, et qui se sont vus offrir des nouveaux contrats très très élevés, notamment Gnabry, 18 millions. Il est le 4e plus gros contrat, le 4e plus gros salaire du club bavarois, et ce jusqu'en 2026. Malheureusement, on peut dire que ce n'est pas en étant à son prime et en étant monstrueux 1 ou 2 saisons qu'on doit arriver à ce genre de contrat, et c'est notamment pour ça que ces 2 hommes se sont fait beaucoup critiquer. Absolument, mais je pense que voilà, le Bayern qui sort une saison 2020 exceptionnelle, ils ont littéralement roulé sur tout le monde lors de ce Final 8 de Ligue des Champions. On a pensé voir là, pour moi, une nouvelle génération allemande. Les Goretzka,
les Gnabry, les Sané, comme tu as dit, mais j'en vois même d'autres, si on parle de Joshua Kimmich. Voilà. Le Bayern, je pense, pensait avoir trouvé la relève, tout simplement, des Schweinsteiger, des Philipp Lahm, des légendes qui ont fait la légende du Bayern. Voilà. Force est de constater qu'ils n'ont pas su répondre aux attentes. Serge Gnabry, voilà, joueur aux qualités vraiment exceptionnelles, mais qui pourtant n'a jamais su les exploiter sur le long terme. On se rappelle d'un prime assez exceptionnel, il a jamais vraiment su retrouver ce niveau-là. En fait, c'est comme si ces joueurs, on attendait leur prime autour des 30 ans, comme c'est souvent le cas pour les footballeurs. Ils ont pété sur leurs 25 ans à peu près, et c'est tout. Mais j'ai même presque envie de dire que c'est peut-être même les contrats ont peut-être joué là-dedans. Parce qu'en leur offrant des contrats autant gros, autant longs, peut-être que dans leur tête, ils étaient là, c'est bon, c'est acquis. Mon avenir au club est acquis. Le joueur avait plus besoin de se surpasser. On sait que ces dernières années, surtout au poste, ici, comme on peut le voir, de Sané et de Gnabry au poste d'ailier, il y a eu très très peu de recrutement et très peu de concurrence, du coup. C'est ça a amené peu de concurrence. Et en plus, c'est Coman, mais qui est tout le temps blessé. Mais du coup, les joueurs n'avaient peut-être pas le besoin de progresser, de se surpasser autant qu'ils auraient pu l'avoir s'ils avaient eu des contrats moins gros, et si on était venu leur mettre d'autres joueurs dans la rotation, dans la concurrence. Donc voilà, ces 3 joueurs, bien entendu qu'il y en a d'autres. Davis, mais dans un cadre un peu à côté, mais il a un peu également régressé, surtout sur la dernière année et demie, je dirais. Donc voilà, c'est un peu à l'image du club. Le club n'a pas su faire en sorte que ces joueurs performent à leur meilleur niveau tel qu'on l'avait connu en 2020. Ouais, je pense que c'est aussi dû justement aux dirigeants du club qui ont plutôt jeté la pierre toujours sur les entraîneurs, plutôt que de remettre en question véritablement la construction du collectif. Voilà, problème d'ego parfois dans cette direction qui aura mené à bien d'autres soucis. Tu fais bien de le mentionner, parce que les 3 joueurs qu'on a mentionnés ici sont effectivement les 3 qui sont le flambeau de ces 5 années un peu troubles au Bayern. Mais également, tu as parlé des dirigeants, et vous avez sous les yeux notamment la fenêtre de transfert au terme de la saison 2022-2023, qui, alors si on voit les noms comme ça, on se dit exceptionnel. Quelle fenêtre de transfert. Ça a été le cas, surtout que le Bayern n'a pas été le club le plus florissant en général, le plus actif sur le marché des transferts, je trouve. Ils se sont lancés assez tard dans cette surenchère perpétuelle, d'aller chercher des joueurs à des prix très importants, et on voit que pourtant là, Matthijs de Ligt, 67 millions, Sadio Mané qui était tout simplement à son prime à Liverpool, Mathys Tel, Ryan Gravenberch, des grands espoirs, on a même Joao Cancelo qu'on voit pas à l'image mais qui a été pris au mercato d'hiver. Le Bayern a ramené des noms, vraiment, et tout ça pour Julian Nagelsmann, qui était un entraîneur à la base prévu sur le très long terme, qui avait un football très attractif. On lui a ramené les joueurs qu'il voulait, et voilà. Et ça grâce à Salihamidzic. Il a réussi à ramener ses joueurs. Le problème, c'est que ce qu'on voulait montrer avec cette image-là, c'est que, tenez-vous bien, les 6-7 joueurs ici qu'on voit, les 6 premiers plus Cancelo qui n'est pas à l'image, aucun ne joue au Bayern à l'heure actuelle. Ça montre quand même un certain problème dans la gestion des contrats et des joueurs au Bayern Munich, notamment avec ces dernières arrivées-là. On a les anciens joueurs tels que les Gnabry, tels que les Sané, les Goretzka, qui étaient des joueurs installés qui ont été très très forts. Depuis, ils n'étaient plus au niveau. Et malgré le fait qu'on ait ramené des joueurs à leur poste, je pense notamment à Gravenberch pour Goretzka, je pense à Mané pour Sané ou pour Gnabry, malgré ça, qui sont les joueurs qui sont partis en premier ? C'est eux, et c'est pas les joueurs qui ne répondaient pas aux attentes à ce moment-là. Je rajouterais même que, en fait, s'ils sont partis, on regarde un peu la liste là qu'on a sous les yeux, c'était même pas tant pour des problèmes sportifs. C'était pas tant le niveau de jeu. Il y a qu'à regarder, Ryan Gravenberch aujourd'hui est considéré comme un des meilleurs milieux de terrain du monde. Yann Sommer dans les cages de l'Inter Milan, c'est aussi une référence. Même Noussair Mazraoui qui fait du bon job à Manchester United. C'était quasiment que des problèmes extra-sportifs pour tous. Donc en fait, c'est comme si tout le projet de jeu avait justement pâti des problèmes qu'il y a eu dans la direction, énormément de changements, et ça c'est sûr que ça fait peur en fait pour les joueurs qui ont potentiellement envie de s'engager dans ce projet. Et voilà, le mercato 2022, c'était quoi, 2021-2022, on est le symbole tout simplement. Ouais. Et on peut ajouter à ça la mauvaise gestion, pas que des contrats des joueurs, mais aussi des entraîneurs. Vous avez sous les yeux Hansi Flick, avec qui le Bayern remporte les 6 trophées possibles de gagner sur une année. Ça a été en fait 2020. Seulement 2 fois dans l'histoire, par le Barça en 2009 et par le Bayern en 2020. Pour vous dire. À voir, si on réfléchit comme ça, on se dit Flick, exceptionnel. Il a vraiment conquis l'Europe et le monde avec un effectif exceptionnel, tous les joueurs à leur prime. On se souvient de Davis en 2020, Gnabry, le Final 8 qu'il fait. Voilà.
exceptionnels tous ces joueurs, on se dit, bon, bah, le Bayern a trouvé son entraîneur et est prêt à installer un nouveau cycle, après celui de 2010-2020, avec les Robben, Ribéry, Levan. On se dit, le Bayern est enfin arrivé à un nouveau cycle. Les Gnabry, les Coman, Davies, qui remplace, qui est très proche du style de jeu de Alaba, il y avait plein de similitudes comme ça. Et malheureusement pas, Flick qui part au terme de la saison 2020-2021, donc voilà, pas un peu de l'incompréhension également à ce niveau-là, de la part de la direction, quoi. Pour plusieurs raisons, à vrai dire, hein. On sait qu'on a eu des tensions en interne, notamment avec Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, et également l'envie en fait pour Hansi Flick d'aller coacher la Mannschaft, tout simplement. Il était l'entraîneur d'assistant de Joachim Löw lors de la Coupe du Monde 2014. Il y a eu cette opportunité d'aller coacher la Mannschaft, on l'a senti tenter, il a fait le grand saut finalement. Comme tu dis, en fait, ce qui a été très bien fait aussi par Hansi Flick, c'est qu'il est arrivé à la base en tant qu'intérim. Oui. Donc on s'attendait pas à le voir comme ça porter le club sur le toit de l'Europe. Et tous ces joueurs dont tu as parlé, les Davies, les Kimmich, les Gnabry, c'est des joueurs qui avant étaient de bons joueurs, mais relativement jeunes et qui n'avaient pas encore brillé au plus haut niveau, je dirais. Exact. Et le collectif et la manière dont le Bayern s'est mis à jouer sans Hansi Flick a sublimé tous ces joueurs, les a fait passer au rang de stars internationales et tout simplement de, je dirais, Bayern matériel, on peut appeler ça. Ce qui leur a amené les contrats qu'on a vus tout à l'heure également. Et du coup, au moment où Hansi Flick part du Bayern Munich, on a vu la mauvaise gestion du coup des contrats des joueurs, des salaires, mais aussi de l'entraîneur de la part de la direction. Ça amène à quelque chose qui est, je pense, la pire chose pour le projet de jeu d'un club, à savoir changer d'entraîneur chaque année. Hansi Flick a été remplacé par Julian Nagelsmann, qui était vraiment considéré comme Bayern compatible à ce moment-là. Il était très coté en Allemagne, jeune coach, avec des super idées de jeu, qui auraient vraiment bien pu coller. Proche de celle de Flick, hein. Ouais, assez, très dans la contre-pression, le football allemand, tout simplement, le football qu'on a envie de voir le Bayern jouer. Et du coup, Nagelsmann arrive, ça se passe mal. Enfin, ça se passe, relativement... Dans le jeu, il a fait de bons débuts. Voilà, dans le jeu, c'était intéressant. Malheureusement, le Bayern connaît des éliminations prématurées en Ligue des Champions, et c'est ce qui va lui coûter sa place. Et c'est là aussi une erreur de la direction. Le moment où Nagelsmann se fait virer, c'est en plein milieu d'une saison, au mois de février-mars, quelque part par là. C'était juste avant le quart de finale contre Manchester City, parce que, je cite, à 3 les semaines, dirigeants avaient peur que le triplé soit en danger. Bon bah voilà, suite de l'histoire. Tourelle qui se fait nommer à la tête de l'entraîneur, oui, exactement. Et le Bayern qui se fait éliminer dans la foulée en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions en 2-3 semaines. Voilà. Et on va pas se mentir, hein, sous Tourelle, ça a jamais été réellement une réussite. Non, ça a jamais pris. Ça a jamais pris, les joueurs... Il y a vite eu des tensions dans le vestiaire entre... Je me souviens de Kimmich et lui, qui ne s'entendaient pas vraiment sur le plan de jeu, etc. Ce qui fait qu'on arrive à l'histoire la plus récente, cet été. Tourelle disons 6 mois avant, je crois que c'était l'hiver passé, le club annonce qu'il se séparerait de Tourelle en fin de saison. Mais à la fin de saison, exactement. À la fin de saison, c'est ça. Et s'est lancé une chasse. Alors là, c'était un sacré bourbier. Qui a duré mais tellement longtemps. Et justement, en fait, le gros défi, c'est que ça s'est fait sous la houlette d'une nouvelle direction. Donc, d'entrée de jeu, ces gens-là ont eu une tâche assez importante, qui est celle de trouver le futur entraîneur qui est censé enfin incarner cette stabilité qu'on va rechercher du côté de la Bavière. Ouais, mais parce qu'on a oublié de le préciser, mais du coup, le Salihamidzic et Oliver Kahn se sont fait virer. Tous deux à la suite de la saison où Thomas Tuchel emmène quand même le Bayern au titre de Bundesliga à la dernière minute. C'est Jamal Musiala qui donne le titre au Bayern Munich à ce moment-là, mais voilà, saison considérée comme ratée. Donc voilà, le Bayern fait table rase. Table rase complet. Vire son coach sportif, son directeur sportif, vire une bonne partie de sa direction et repart avec des nouvelles bases. Mais du coup, cette nouvelle direction devait tout reprendre depuis zéro et trouver un nouvel entraîneur pour essayer d'installer un projet de jeu à long terme, pérenne, pour le Bayern Munich, tel que ça avait pu être le cas entre les années 2010 et 2020. Et là, comme tu l'as dit, c'est enchaîné des noms. On ne savait pas qui allait prendre la tête de cette équipe. À la base, il y avait vraiment l'idée, c'était de ramener Xabi Alonso du Bayer Leverkusen, qui a très rapidement mis fin aux spéculations en annonçant qu'il allait rester à Leverkusen. Et après, on a eu, comme tu dis, les deux Zerbi, on a eu même... Hansi Flick, à un moment donné. Même, et à la fin, le club était tellement désespéré cet été. On est arrivé au mois de mai, il me semble, mai-juin, et le club n'avait toujours pas de remplaçant pour Thomas Tuchel. Le club a voulu prolonger Thomas Tuchel, qui a dit non, heureusement, si je peux m'avancer. Tout ça pour qu'à la fin, on prenne Vincent Kompany, très jeune coach. Il avait coaché seulement une année à Anderlecht en tant qu'entraîneur-joueur.
Puis une année à Burnley, il les avait fait monter de Championship jusqu'en Premier League. Puis relégué par la suite. Il a notamment entraîné le Suisse Zeki Hamdouni. Et puis, donc voilà, le club se penche vers Kompany, coach complètement inexpérimenté du plus haut niveau en tant qu'entraîneur. Oui. Mais avec des idées de jeu qui collaient bien à celles du Bayern, malgré tout. Et c'est pas pour rien, en fait, je pense, si le Bayern a choisi Kompany. On sait que, par exemple, la direction du Bayern Munich, je pense à Karl-Heinz Rummenigge, à Uli Hoeneß, qui ont toujours un rôle, ont notamment consulté Pep Guardiola dans la recherche de ce nouvel entraîneur, qui lui aussi est resté proche du club. Et Vincent Kompany, en fait, reprenait très bien, justement, les idées de jeu que la direction voulait implémenter au club pour les prochaines années. C'est pour ça qu'on était le chercher. Jeune entraîneur, ça veut dire que aussi ils ont pu le prendre avec un salaire relativement correct, parce qu'ils ont quand même beaucoup dépensé sur les dernières années dans les entraîneurs. Et voilà, si on peut déjà donner un petit début d'explication, 6 mois sous Vincent Kompany, et ça démarre plutôt bien. C'est prometteur, disons. Il y a beaucoup de bonnes choses et beaucoup de choses à régler en même temps, comme tout jeune coach, mais les supporters du Bayern et nous-mêmes devons nous dire maintenant que c'est normal que tout ne soit pas parfait dès la première année et laisser du temps à ce projet de jeu qui a l'air de prendre la bonne direction, en tout cas pour l'instant. Il faut faire preuve de patience, c'est sûr. Comme on l'a dit, c'est un jeune coach. Arriver comme ça, de faire la transition de Burnley au Bayern Munich, c'est abyssal, si je puis dire. Donc voilà, les supporters vont peut-être devoir se montrer patients. Mais je pense qu'il a réussi à donner un second souffle au Bayern Munich. On va l'analyser notamment dans le jeu, mais moi je pense aussi et surtout de manière extra sportive, avec un recrutement qui a été fait de manière vraiment plus intelligente et main dans la main avec le coach. Et main dans la main avec le coach, exactement. Donc on a pris un joueur par ligne, tout simplement. Voilà. Michael Olise, le jeune ailier français qui arrive de Crystal Palace. João Palhinha, le 6 tant demandé par Thomas Tuchel à l'époque, que le Bayern n'avait pas su avoir depuis Javi Martinez, par exemple. Et enfin Hiroki Ito, un défenseur gaucher de Bundesliga qu'on n'a malheureusement pas eu le temps, qu'on n'a pas pu voir jouer pour le moment car il s'est blessé dès le premier match amical, mais qui était un très bon défenseur de Bundesliga l'année passée. Et ce qui est très intéressant avec ces 3 joueurs-là, c'est qu'ils ont été pris à des salaires beaucoup plus raisonnables que ceux qu'on a pu évoquer auparavant. On est dans plutôt des tranches de 13 millions, 10 millions, même 3 millions. Surtout qu'on voit Michael Olise, on le prend pour une certaine somme quand même, plus de 50 millions, il a un salaire quand même conséquent, mais on voit que c'est un joueur très prometteur, etc. Et on est loin des 18 millions donnés à Serge Gnabry, par exemple. Et ça, c'est très intéressant. Et effectivement, le mercato, comme ça, on peut se dire, c'est des noms qui... C'est pas des stars, déjà. Olise, maintenant, est connu sur la scène internationale parce qu'il a fait 6 très bons mois, il a su performer en Ligue des Champions également, mais au moment où le Bayern le prend, pas grand monde le connaît, disons. Il est un peu connu parce qu'il fait les Jeux Olympiques avec la France. Il a la cote en Première Ligue. Il a la cote en Première Ligue parce qu'il joue à Crystal Palace, mais au-delà de ça... pas de sélection avec l'équipe de France, c'est ça, exemple. Même en France, je pense qu'il n'est pas très connu. Donc c'était un peu compliqué au niveau des noms, mais on voit que ce mercato a été fait dans la bonne direction, main dans la main avec le coach. Il y avait besoin d'un défenseur central gaucher. On voit que le club s'est activé pour prendre un défenseur central gaucher. Que ça marche pas, ça c'est un autre souci. Bien mais sûr, juste au moins, on voit que les intentions sont de recruter intelligemment et d'offrir des contrats intelligemment également. Et ça, c'est, je pense, une grosse différence qu'il faut faire avec l'ancienne direction qui était Salihamidzic et Oliver Kahn. Pour poursuivre, le Bayern Munich s'est donc orienté vers un nouveau projet basé notamment sur la jeunesse. Et comment ne pas parler de Jamal Musiala et Alphonso Davies, qui sont déjà au club depuis quelques années et qui représentent un peu les deux têtes de proue du projet. Alphonso Davies qui vient de se voir offrir un nouveau contrat jusqu'en 2030, qui n'était pas présent ici jusque-là pour prolonger. C'est pour ça que j'ai encore envie de vraiment solliciter et louer le travail de Vincent Kompany qui a été fait à ce niveau-là, qui a permis à certains joueurs de retrouver un niveau et également de se sentir à nouveau impliqué dans un projet qui va dans le bon sens. C'est ça, se retrouver confiance dans le club qu'est le Bayern Munich. Exactement. Voilà, c'est vraiment l'entente avec Vincent Kompany qui a joué un rôle déterminant dans la prolongation d'Alphonso Davies. Et si on peut parler de la prolongation d'Alphonso Davies, on peut parler de son salaire, qui est, je vais pas dire seulement de 15 millions, mais honnêtement, si ça avait été Salihamidzic et Oliver Kahn... Il aurait donné 18 au moins. 18 au moins, voilà, c'est ce qu'il réclamait. Le club a été ferme,
Freud qui est nouveau dans la direction du coup, et Eberle qui est le nouveau directeur sportif, sont restés fermes. Ils ont réussi à négocier ce contrat-là avec Davis, mais notamment dû, effectivement, tu l'as très bien souligné, au fait que ces joueurs-là ont retrouvé foi en le projet de jeu du Bayern Munich sous Vincent Kompany. Et c'est ça qui fait une énorme différence, c'est clair. Et puis pour parler un peu de Jamal Musiala, ben voilà, la pépite, hein, disons le centre du projet pour les 10 prochaines années. Lui aussi n'était pas proche de prolonger il y a de ça un an. Son contrat se termine en juin 2026, si je ne m'abuse. Voilà, le contrat commence à être en danger. On arrivait gentiment à un an de la fin sans avoir eu de prolongation. Il n'a toujours pas prolongé, mais la tendance est clairement une prolongation dans le prochain mois, je dirais. Donc voilà, Jamal Musiala qui également, s'il a pu et s'il a décidé de prolonger, c'est également pour le projet de jeu et grâce au projet de jeu de Vincent Kompany. Et c'est pour ça qu'un entraîneur et un projet de jeu, disons, long-termiste est vraiment primordial dans un club comme le Bayern Munich de cette envergure. Ouais. Absolument, et tu fais bien de parler de long terme, parce que j'ai aussi envie d'évoquer deux autres joueurs qui symbolisent vraiment ce renouveau du Bayern. C'est Alexander Pavlovic, qu'on a ici au deuxième plan, jeune joueur qui est sorti de l'académie. C'est assez rare pour le souligner, malheureusement, si on fait la comparaison par exemple avec le FC Barcelone, qui sort des joueurs toutes les années. Le Bayern a un peu plus de peine, bien qu'il a investi massivement sur le centre de formation ces dernières années. Alexander Pavlovic, c'est le dernier gros nom qui est sorti, milieu qui incarne véritablement le futur du Bayern Munich et de la Mannschaft. Doté d'un très bon état d'esprit, j'aime beaucoup ce joueur. Et Michael Olise, comme on en a parlé. Beaucoup de clubs considèrent que la prise de Michael Olise pour 53 millions seulement, entre guillemets, est un scam monumental. Et que ce joueur de seulement 22 ans, 23 peut-être, 23 il a eu 23 en 23, décembre, c'est juste. Voilà, lui, c'est quand même quelque chose. Hein. L'entente avec Jamal Musiala, ça a pris directement, sur et en dehors du terrain. Voilà, donc je pense que à l'inverse de cette génération qu'on a parlé, les Sané, Coman, Goretzka, qui vont très certainement quitter le club dans les 2 prochaines années, ou l'été prochain, c'est le projet de les évacuer, clairement. Exact. Pour faire place à cette nouvelle jeunesse qui, voilà, a envie, qui pousse, qui pour moi, voilà, ils ont tous le bon état d'esprit. On voit que avec Vincent Kompany, ces joueurs-là se sentent à l'aise dans le projet. Et voilà, ça prédit de bonnes choses pour l'avenir. C'était un pari, Olise. Il avait quelques saisons de Première Ligue dans les jambes, mais aucune en Champions League notamment. C'était un pari de le prendre, et il est très très talentueux, on le savait. Mais de là à ce qu'il s'adapte autant vite, il fait une superbe première partie de saison. Hein. Il est dans le top 3 des joueurs les plus décisifs au Bayern Munich. Il est passé devant Musiala, figure-toi, donc il est le deuxième derrière Kane. Bon, après Kane, c'est un extraterrestre, il marque à chaque match, etc. Beaucoup de pénaltys aussi. Qu'on a pas mal. Mais Olise est le deuxième joueur qui a eu le plus de contributions décisives cette saison, pour l'instant, toutes compétitions confondues. Donc ouais, c'est vraiment impressionnant. Et c'est une grosse différence. On a vu la fenêtre de transfert tout à l'heure au terme de la saison 2021-2022. Les prix, c'est pas du tout le même type de joueurs qui sont pris en fait. C'est pas Mané, De Ligt, c'est pas des gros noms qui déjà. Ont fait leur nom ailleurs. Voilà, c'est ça. On essaye de bâtir sur des jeunes joueurs qui veulent venir, qui veulent faire ce step dans la cour des grands au Bayern Munich. Ils ont envie de jouer au Bayern Munich. Et ça, c'est le plus important pour un projet de jeu. C'est des joueurs qui sont à même de rester longtemps au club. Et c'est le plus important pour essayer de bâtir quelque chose sur le long terme. C'est que ce soit, disons qu'il y ait une colonne vertébrale qui est au moins la moitié, 7-8 joueurs titulaires qui soient là pour au moins 3, 4, 5 ans. C'est ça le plus important. Pour continuer dans cette envie de renouveau, le Bayern applique justement les principes dont on a parlé en début de vidéo, c'est-à-dire aller chercher les gros joueurs de Bundesliga. Là, en l'occurrence, on est sur Tom Bischoff, jeune prospect allemand de 19 ans, qui joue actuellement au TSG Hoffenheim, qui va rejoindre le Bayern Munich à l'issue de cette saison gratuitement. Donc voilà, on voit encore l'influence qu'a le Bayern sur ce championnat. Coup de fil avec Vincent Kompany d'ailleurs, qui l'aurait convaincu de rejoindre le Bayern, alors qu'il était aussi plébiscité notamment du côté de l'Angleterre. Je pense aussi à par exemple des joueurs comme Jamie Bynoe-Gittens, joueur qui a vraiment la cote en Bundesliga, qui est en train de déclore véritablement avec le Borussia Dortmund. Le Bayern qui cherche à refaire ses ailes. Voilà, ça a été comme ça. On a commencé ça par l'intermédiaire de la prise de Michael Olise, mais voilà, les Sané, Gnabry, Coman qui risquent de partir. Ça va faire de la place, et Bynoe-Gittens c'est un nom qui est souvent cité du côté de la Sabener Straße. Et enfin,
Comment ne pas parler de Florian Wirtz, le rêve, le véritable joyau allemand dont Uli Hoeneß rêve de voir revêtir la tunique du Bayern. Qu'est-ce que t'en penses de ce joueur ? C'est un joueur exceptionnel. Avec Jamal Musiala, c'est les 2 meilleurs joueurs allemands en ce moment. Il s'est d'ailleurs placé très haut dans notre top 10 des joueurs de moins de 23 ans. Donc voilà, non, c'est clair que le chemin a l'air tout tracé. Je pense qu'il jouera au Bayern Munich un jour. Ça parle pas mal pour cet été et ça parle pas mal pour 2026. Tout dépend, il y a aussi des rumeurs comme quoi il serait proche de prolonger une année encore au Bayer Leverkusen. Mais pourquoi pas avec une clause qui lui permettrait justement de rejoindre pourquoi pas le Bayern ou un autre club. Ouais, exactement. Donc voilà, Florian Wirtz jouera probablement au Bayern un jour, surtout que c'est un très bon ami de Jamal Musiala, ça aide également. Si Jamal Musiala prolonge, Wirtz risque de venir à un moment donné. Et même, je vais ajouter que le Bayern le poursuit depuis très très jeune. Oui. On sait qu'il y a eu des contacts notamment entre la famille et Uli Hoeneß. Donc voilà, on va dire que, comme tu dis, l'avenir pour Florian Wirtz est sûrement tout tracé. Et ça serait l'occasion de justement rebâtir cette hégémonie du Bayern, du grand Bayern, avec les meilleurs joueurs allemands qui jouent au Bayern. Là, on parle de Pavlovic, de Musiala, de Wirtz. C'est clairement la volonté des dirigeants. Mais c'est intéressant parce que ça montre que le Bayern a eu vraiment ce changement de mentalité en changeant de direction. C'est pas du tout les mêmes types de joueurs, c'est pas les mêmes recrues dont on entend parler aujourd'hui que celles dont on entendait parler il y a 5 ans. Et ça c'est intéressant, ça montre un certain virage, ça montre que des leçons ont été tirées du côté de la direction. Et ça c'est plutôt optimiste pour la suite quand même. Cette nouvelle ère du Bayern Munich a été symbolisée quand même par l'arrivée du coach belge Vincent Kompany, qui arrive de Burnley, qui peut instaurer maintenant, on sent qu'il a la confiance de cette direction, et de cette nouvelle direction, en les personnes de Christoph Freud, qu'on voit ici, et de Max Eberl, qui est le nouveau directeur sportif, qui a fait venir du coup Vincent Kompany. Et les deux parties, la direction et le coach Vincent Kompany, on sent qu'ils travaillent maintenant main dans la main pour faire venir des joueurs, pour bâtir un projet de jeu pérenne et à long terme. Et c'est ça le plus important, c'était de retrouver cette stabilité qui manquait clairement au club bavarois sur les 5 dernières années. Attaquons-nous maintenant aux sportifs, ce qui nous intéresse cette saison au Bayern. Qu'est-ce que ça donne cette saison ? Pour le moment, le Bayern est premier de Bundesliga. 8 points d'avance, c'est tout frais, c'était 6 points d'avance jusqu'à très peu. Le Bayer Leverkusen vient d'égarer 2 points à Wolfsburg ce week-end. Donc le Bayern est premier de Bundesliga, 8 points d'avance, tout se passe pour le mieux, surtout quand on sait à quelle place c'était le Bayern la saison passée, Leverkusen qui était premier à ce moment-là, etc. Le Bayern, malheureusement, n'a pas réussi à finir top 8 en Ligue des Champions. 12e place, synonyme de play-off. Des huitièmes de finale qui se joueront cette semaine et la semaine prochaine contre le Celtic Glasgow. Et en pokal, malheureusement, pas de slide pour ça, mais malheureusement éliminé de la pokal contre Leverkusen après un match où le Bayern a été réduit à 10 très très vite. Voilà. Malgré tout, c'était pas très chanceux de la part du Bayern et Leverkusen qui a su jouer son coup. Grosse erreur de Manuel Neuer, voilà, 20e minute de jeu qui prend carton rouge, ce qui a clairement fait perdre tout son sens au match. Et pour revenir juste sur cette campagne de Ligue des Champions, à noter 3 défaites à l'extérieur quand même, contre le FC Barcelone, Aston Villa et Feyenoord. Donc voilà, très fort sur la scène nationale, un petit peu plus difficile en Europe pour ce Bayern. Mais voilà, on a vu des choses prometteuses dans cette première partie. C'est ça, prometteuse est vraiment le mot, parce qu'on voit vraiment où va le projet de jeu. Malgré le fait que certains résultats ne soient pas là, on voit où va le projet de jeu, notamment avec ce classement. On va vous expliquer, il y a plein de chiffres. Ici, les XG, c'est le nombre de goals qui sont attendus par une équipe en fonction du nombre d'occasions qu'elle se crée. Et on voit le Bayern à 58. Le Bayern, en fonction du nombre d'occasions qu'il a générées, aurait dû marquer 58 buts. Les deuxièmes, le Bayer Leverkusen, sont à 41. Il y a 17 goals d'écart. Et il en va de même pour les XGA, donc les goals qu'une équipe aurait dû concéder en fonction des occasions contre elle. Le Bayern aurait dû encaisser 13 buts en Bundesliga, et le Bayer Leverkusen aurait dû en encaisser 23. Il y a 10 goals d'écart. Donc voilà, on voit que dans le projet de jeu, dans la manière de jouer, il y a une idée très forte qui se dégage. Malheureusement, c'est pas tout le temps... Le Bayern n'arrive pas tout le temps à capitaliser sur ses idées de jeu et sur ses occasions qu'il se crée ou qu'il ne concède pas, du coup, cette solidité défensive. Mais c'est pour ça que c'est prometteur et que c'est ça le bon mot que tu as utilisé.
c'est que on voit Kompany instaurer vraiment un projet de jeu clair, net et précis, qui prendra un peu de temps à arriver à maturité, probablement, mais au moins le projet de jeu est clair et à long terme. Tout à fait, le projet de jeu, il est très clair, le Bayern Munich veut prendre énormément le ballon, déjà. C'est l'équipe qui, tout simplement, surdomine le plus ses adversaires de ce point de vue-là. Il plafonne à plus de 70% de possession en Bundesliga. On voit que c'est plus de 10% de plus que le deuxième. C'est tout simplement énorme, et c'est la même chose en Ligue des Champions, premier dans cette statistique. Donc voilà, ça s'explique de par plusieurs facettes de ce projet de jeu de Vincent Kompany. Comme tu l'as dit, il se crée énormément d'occasions et ils en encaissent peu, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, effectivement. C'est notamment dû au fait que le Bayern Munich, voilà, on voit ici une séquence de possession, regardez un peu la densité de joueurs présents dans la surface. On occupe énormément la surface de réparation adverse, ce qui donne lieu à un volume d'occasions créées très intéressant. On a également les latéraux, qui sont extrêmement offensifs au Bayern. Presque plus des attaquants, oui. On peut le voir ici Guerreiro ou sur celle d'après. Guerreiro et Leimer, qui sont les deux latéraux, respectivement gauche et droite du Bayern, qui se retrouvent les deux à l'orée de la surface. Plus haut qu'Harry Kane. Plus haut qu'Harry Kane sur cette séquence-là. Bien entendu, c'est pas tout le temps le cas, et de loin pas, mais tout ça démontre en fait que les latéraux ont un apport bien plus élevé offensivement que défensivement, et le fait que le Bayern confisque autant la balle, ça leur permet aussi de ne pas concéder d'occasion. C'est ça, c'est surtout ça, je dirais. C'est qu'en fait, le Bayern accule tellement ses adversaires, les étouffe littéralement, ce qui fait qu'en fait, comme tu dis, les latéraux ont énormément de tâches, avant tout, je dirais, offensives. Sur cette image, on a Raphaël Guerreiro et Konrad Leimer. Je dirais que la petite différence, des fois, c'est Alphonso Davies. Vincent Kompany s'appuie pas mal aussi sur sa vitesse lors des replis défensifs. Une autre idée de jeu très forte de Vincent Kompany, c'est la verticalité qui est recherchée. On passe très rarement par les ailiers, que sont ici Leroy Sané et Kingsley Coman. C'est Alphonso Davies qui a pris la largeur ici, mais on passe vraiment par l'axe. Comme on peut le voir ici, Guerreiro ne cherche pas à écarter le jeu sur Leroy Sané. Il va s'appuyer sur Kane et faire son appel vraiment dans la profondeur, dans l'axe, pour transpercer cette ligne défensive du TSG Hoffenheim. Et il va se retrouver tout seul. Passe décisive pour Kane, but pour Guerreiro. C'est vraiment une idée de jeu très forte. Le Bayern attaque très vertical. Une stat qui l'illustre très bien, c'est cette stat-là, c'est les ballons joués derrière le bloc défensif, donc les passes en profondeur. Le Bayern en a réalisé 73 en Bundesliga cette saison, contre 55 les deuxièmes, qui sont Mönchengladbach. Ça illustre très bien la manière dont on veut que Kompany son équipe attaque la surface de réparation de manière très très verticale, et ça c'est vraiment illustré par cette statistique. Le fait que le Bayern soit également très très haut comme ça, c'est dû à son pressing également, qui leur permet de récupérer des ballons très très hauts. On le voit ici contre Leipzig, on n'a malheureusement pas le temps, mais ça c'est après 30 secondes de jeu. Le Bayern va presser très très haut, ce qui va permettre à Kimmich de récupérer hyper haut la balle et de s'installer vraiment dans le camp de Leipzig. Et donc ça va permettre ici à Olise et à cette équipe du Bayern, à Musiala qui fait aussi cet appel dans la surface, de mener 1-0 contre Leipzig après 30 secondes. Le pressing instauré par Vincent Kompany est très très élevé. Ouais, et ça se fait comme tu dis à tout moment du match. Regardez, là on a véritablement un carré qui entoure les 3 joueurs à la relance du RB Leipzig lors de ce match, ce qui va très souvent forcer en fait les défenseurs à jouer des longs ballons, et soit ça sera récupéré par la tête par Upamecano, Kim Min-jae qui sont très forts dans ce domaine-là, ou alors voilà, on a les Joshua Kimmich aussi qui peuvent gratter du ballon au milieu de terrain, donc c'est comme ça que le Bayern se crée quand même beaucoup d'occasions et marque beaucoup de buts. Maintenant, une grosse limite quand même de ce système-là, c'est que sur certains matchs, ça va très bien marcher, notamment contre les petites équipes, ils mettent des scores incroyables, le Bayern. On pense au 9-2 contre le Dynamo Zagreb, des 6-1 en début de saison. Voilà, là, l'antithèse un petit peu de ce projet de jeu, c'est ça. C'est un match contre le Feyenoord où le Bayern prend 80% de la possession de la balle, ce qui est énorme. Se crée 2,42 expected goals et pourtant ne marque pas. Donc ça veut dire que le Bayern Munich sera quand même assez dépendant de son efficacité dans les deux surfaces. Oui. Ça a toujours été le cas, mais particulièrement avec ce système de jeu, parce que les occasions qui vont devoir se créer, en fait, c'est un système de jeu qui est tellement risqué que Vincent Kompany a d'ailleurs dû mettre de l'eau dans son vin au fur et à mesure de la saison, parce que c'est quand même un système de jeu qui demande énormément, notamment aux défenseurs centraux. Si on regarde, voilà, on parle de ligne défensive, les deux latéraux, qui sont encore une fois plus des milieux de terrain, et les deux centraux qui sont de 15 mètres dans la zone adverse du terrain, ce qui donne souvent lieu à ce genre de choses. Là, on a une perte de balle d'Harry Kane qui va donner lieu tout de suite à une contre-attaque. Les 3 joueurs
de Kiel qui vont se projeter. On a seulement les 2 défenseurs centraux qui sont là derrière. Et regardez, littéralement derrière, là c'est le 100 mètres aux Jeux Olympiques. Tous les joueurs qui vont tenter de rattraper. Et bon, par miracle, Kim Min-jae vient ici sauver le ballon sur la ligne. Ouais. Ça c'est moins bien passé dans d'autres matchs. Comme notamment on ne pas penser à celui-ci. Au Barça. Du côté du FC Barcelone. Encore une fois, ça c'est après 30 secondes de jeu. Ouais. Les 2 défenseurs, et qui sont même pas les 2 défenseurs parce que Kimmich est milieu de terrain, se retrouvent en 2 contre 2 comme ça. Le pressing a été instauré tellement haut qu'on se retrouve dans cette situation. Et malheureusement, contre une équipe de la qualité du Barça, quelle passe de Fermin Lopez. Fermin Lopez ici, qui va pouvoir trouver Rafinha à la limite du hors-jeu, mais on voit à quel point c'est désorganisé. Kimmich qui coupe le hors-jeu de 5 mètres par rapport à Upamecano. Voilà, Rafinha qui peut être lancé dans la profondeur. Rien de plus à dire sur l'image. Ouais, qui est lancé dans la profondeur, et cette ligne tellement haute qui est transpercée tellement facilement comparé à certains autres blocs bas. Voilà, Rafinha qui avait pu ouvrir le score, et ce match avait tourné un peu au fiasco pour le Bayern qui avait pris 4-1. C'est ça qui avait notamment donné lieu à, comme j'ai dit, le fait que Vincent Kompany a par la suite un petit peu nuancé quand même son approche. Le Bayern était un petit peu, était très impressionnant au début de saison, marquait énormément de buts. Et en fait, le truc, c'est que justement, quand cette tactique marche, on a souvent eu lieu ça a souvent donné lieu à des matchs où l'adversaire s'est retrouvé avec 0 tir, même pas 0 tir cadré, 0 tir tout court, tellement justement l'étreinte était serrée sur l'équipe. Par contre, quand on est contre des équipes d'une qualité technique telle que l'FC Barcelone, ou alors l'adversité qui a été rencontrée notamment en Champions League, ça peut donner lieu des fois à ce genre de séquences qui sont difficiles, et sur lequel voilà, le Bayern va devoir continuer à travailler pour que ce projet de jeu de Vincent Kompany arrive à maturité, mais on sent qu'il y a une idée de jeu. Et c'est ça qui fait la grosse différence pour moi avec toute la valse des entraîneurs qu'on a connus, Nagelsmann, Tuchel, qui ont essayé beaucoup de choses sans vraiment instaurer quelque chose de durable, je dirais. Là voilà, Kompany veut pratiquer ce football, et je dirais que les joueurs le suivent. Et ils l'ont publiquement exprimé. Tout le monde est content de la manière dont le Bayern joue ce football. Ça prendra peut-être du temps, mais comme on l'a déjà dit, c'est prometteur. Pour conclure cette vidéo, les amis, on va, Robin et moi, encore une fois, vous donner nos pronostics, comme nous l'avions fait pour celle de Liverpool, se mouiller un petit peu. Commençons par le championnat d'Allemagne, le Bayern Munich, qui s'est imposé hier soir, à l'inverse de son adversaire direct, le Bayer Leverkusen, qui a égaré des points. Comme on peut le voir ici, 8 points d'avance pour le Bayern, qui se déplace à Leverkusen pour une journée qui sera décisive, certainement. Moi, je les vois aller au bout. Franchement, on sent que cette équipe est en mission en championnat. 11 années sans perdre de titre. L'année passée, ils ont été humiliés, on peut le dire. Voilà, on sent une équipe revancharde, un groupe qui a envie d'aller chercher ce trophée national, d'aller offrir son premier trophée enfin à Harry Kane. Et je les vois aller le chercher. Ouais, t'as bien fait de parler de la saison passée, hein, si on va voir sur cette saison-là. Le Bayern qui finit 17 points, 18 points même, et 3ème du championnat. On sent que ça les a marqués. Récemment en interview, les dirigeants ont déclaré publiquement non mais le principal pour nous cette saison, c'est la Bundesliga. On peut pas dire chaque saison qu'on veut absolument gagner la Ligue des Champions. Enfin, il y a 5-6 équipes qui peuvent y prétendre chaque année, c'est impossible. Nous, on veut gagner la Bundesliga cette saison, et ça a l'air d'être bien parti. Tu as 8 points d'avance. Voilà, moi je les vois également aller au bout. Je les vois prendre le titre. Je pense que là, on est sur du 90%, 80%, 90% où le Bayern va réussir à maintenir son avance. Oui, très confiant. Je dirais que le championnat est plié si le Bayern va s'imposer à Leverkusen la semaine prochaine. 11 points d'avance avec 12 matchs restants, du coup. Je pense que le Bayern peut presque plier définitivement la Bundesliga la semaine prochaine. Je partage ta confiance, notamment de par le fait que le Bayern, même si on les a vus douter contre les gros cette saison, s'est montré intraitable contre les petits. Oui. J'ai envie de dire, il laisse vraiment que des miettes. On a retrouvé ce Bayern très dominant, justement dans la période dont on vous a parlé, les années 2013, 2014, 2015, même sous Pep Guardiola. Donc voilà, je les vois pas lâcher le championnat. La Pokal, c'est déjà fini, malheureusement. Donc on va vite passer. Et on va s'attaquer à la Ligue des Champions. Alors, très dur de se projeter, hein. Comme on l'a dit, le Bayern qui finit 12ème. Il y aura deux matchs de barrage contre le Celtic. Si je peux me mouiller en premier, je pense que le Bayern passera ces barrages-là, et qu'après, c'est compliqué de se projeter plus loin. Dans le sens où le Bayern va rencontrer du coup soit l'Atlético, soit Leverkusen. Deux adversaires compliqués. Le Bayern, on a eu du mal cette saison contre Leverkusen, les confrontations qu'on a disputées contre eux. Un match nul, une défaite. Voilà, un match nul, une défaite. L'Atlético, on sait que c'est
pour n'importe qui, c'est pas un cadeau de les jouer. Bourbier. Voilà. Clairement. Donc moi, ce que je voudrais dire plutôt, c'est que le projet de jeu est intéressant, et peu importe les résultats en Ligue des Champions cette année, si on sort en 8ème de finale, ça sera pas un drame, parce qu'on voit où le club va. Et je pense que le projet, une fois qu'il arrivera à maturité dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, là, le Bayern sera de nouveau une équipe très 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 sérieuse à la Ligue des Champions, si on considère qu'elle ne l'est pas déjà cette année. Mais moi, je pense que cette année, il y a des équipes comme Liverpool, comme le Barça, où les projets de jeu sont plus avancés, plus matures, qui ont plus de chances de gagner la Ligue des Champions. Je pense que le Bayern a de quoi faire pour aller jusqu'en quart, demi. Après, c'est compliqué de se projeter. Mais quoi qu'il arrive, ce sera pas un drame si le Bayern ne remporte pas la Ligue des Champions cette année. C'est intelligent ce que tu dis au niveau de la patience. Je pense que moi, à l'instar des fans du Bayern, je suis peut-être moins patient. Et ce pour une très bonne raison, c'est que la finale cette année se jouera à l'Allianz Arena, Oui, c'est vrai. à Munich. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les ans. On se rappelle de la dernière, en 2012, perdue au penalty contre Chelsea. Ouais, on sent quand même qu'il y a une motivation qui découle de ça. Aussi le fait que c'est très certainement la dernière année de Thomas Müller, qui ne devrait pas prolonger. Donc on a peut-être quand même une sorte d'alignement des astres à ce niveau-là. Si on parle purement simplement du projet de jeu, je pense qu'il est peut-être quand même moins mature que certaines équipes, que Liverpool, peut-être même que le Barça. Maintenant, la Ligue des Champions, on sait comment c'est. C'est autre chose pour moi. Une fois que le printemps est arrivé, parfois, c'est vraiment... Le football prend une autre tournure. C'est plus le courage et l'instant T, performer à l'instant T, plus que parfois le projet de jeu au global. On l'a vu, le Real, plusieurs fois ces dernières années, n'avait pas le projet de jeu le plus mature, le plus abouti, et pourtant... très souvent, sur les années, à part le Bayern en 2020, City en 2023, je pense que c'est pas la meilleure équipe qui prend la Ligue des Champions. C'est vrai. Donc voilà, j'ai l'espoir, et je vais me mouiller encore plus que toi. Le Bayern Munich sera en finale de Ligue des Champions à Munich. Je ne vais pas dire qu'ils vont la gagner. Je nous le souhaite beaucoup. Mais on sera en finale. Je l'espère. Mais en tout cas, nous, on est très contents de la tournure que prend notre club. Pour conclure, ouais. On est contents. On voit que le projet avance dans le bon sens pour la première fois depuis 3-4 ans maintenant. Le projet de jeu, donc. On voit que la confiance a été accordée à un entraîneur. Il n'y a pas de pression de résultat. J'ai entendu encore personne dire si le Bayern se fait éliminer en 8ème, en quart, Compagnie, il faut qu'il se fasse virer, etc. Enfin... On voit qu'il y a de la confiance, plus qu'il y en avait sous Nagelsmann, Tuchel. On voit que la direction bosse avec Compagnie et dans une direction, disons, saine. Voilà, et ça nous fait plaisir. L'environnement est redevenu sain. Voilà. Et c'est ce qui a grandement manqué au club depuis le départ d'Hansi Flick, tout simplement. Ouais, donc voilà. Les amis, ça vient conclure cette vidéo. Robin et moi, on a pris un énorme plaisir à la tournée. Voilà, on est ce club rythme nos vies depuis des années. On l'adore avec ses défauts et ses qualités. Donc voilà, dites-nous en commentaire vos retours, quel club vous voulez qu'on analyse pour la suite de cette série Deep Dive. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui ne sont pas encore abonnés. Ça nous fera très plaisir en tout cas. On se retrouve très vite pour la suite les amis. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et à tout bientôt. Allez, salut. Mia San Mia. Ciao les gars.